l'histoire économique regorge d'épisodes où la stabilité monétaire a été brutalement remise en cause, offrant aux analystes modernes des études de cas précieuses sur la préservation du capital. L'exemple le plus célèbre reste sans doute celui de la République de Weimar en novembre 1923, où l'hyperinflation a atteint des niveaux tels qu'une miche de pain coûtait 200 milliards de marks. En l'espace de 5 ans, une monnaie stable s'est transformée en papier sans valeur, anéantissant l'épargne liquide de toute une population. Pourtant, une analyse fine de cette période montre que tous les acteurs économiques n'ont pas subi le même sort. Certains ont réussi à préserver leur patrimoine en comprenant la différence fondamentale entre la valeur nominale et la valeur réelle. Plus près de nous, la crise argentine de 2001 offre une autre perspective sur les risques systémiques bancaires. Avec le Corralito, les dépôts ont été gelés et convertis de force à des taux défavorables, entraînant une perte immédiate de pouvoir d'achat pour les épargnants exposés uniquement à la monnaie locale ou au système bancaire traditionnel. Ces événements, bien que séparés par près d'un siècle et des contextes géopolitiques différents, partagent des mécanismes économiques sous-jacents et identiques concernant la dévaluation monétaire et la solvabilité des institutions. Aujourd'hui, l'observation des tendances macroéconomiques mondiales, notamment l'augmentation significative des dettes souveraines, dépassant les 34 000 milliards aux États-Unis, et l'expansion des bilans des banques centrales, incite les investisseurs à revisiter ces précédents historiques. Il ne s'agit pas de prédire un effondrement imminent, mais de comprendre les cycles de long terme de la dette et de la monnaie. L'histoire suggère que lorsque les ratios d'endettement deviennent insoutenables, des corrections majeures se produisent, souvent via l'inflation ou la restructuration monétaire. Face à ces cycles, il existe des principes financiers fondamentaux qui ont traversé les époques, de la Rome antique aux économies modernes. Contrairement aux tactiques d'investissement de court terme, comme le trading ou l'allocation classique 60-40, qui reposent sur le bon fonctionnement continu des marchés, ces principes sont structurels. Ils concernent la nature même de la valeur et la distinction entre ce qui est une promesse de paiement et ce qui est un actif réel. Comprendre ces principes nécessite de distinguer la tactique de la stratégie patrimoniale. Une tactique peut suggérer d'acheter une action spécifique à un moment donné, ce qui dépend du timing et de la liquidité du marché. Un principe, en revanche, est une vérité économique durable. Par exemple, le fait que la rareté physique a tendance à conserver sa valeur mieux que l'abondance papier en période d'expansion monétaire excessive. Dans cette analyse, nous allons explorer 5 piliers identifiés par les historiens de l'économie comme ayant permis la préservation du patrimoine à travers diverses crises majeures. Nous examinerons pourquoi les actifs tangibles se comportent différemment des actifs financiers, l'importance de la production par rapport à la spéculation et le rôle crucial du capital humain. L'objectif est de fournir une grille de lecture analytique pour naviguer dans l'incertitude économique actuelle. Ces principes ne sont pas des recettes miracles pour s'enrichir rapidement, mais des outils de gestion des risques. Dans un environnement où l'inflation et la volatilité des marchés sont des préoccupations croissantes, l'étude du passé permet de rationaliser les décisions d'investissement. En observant comment les agriculteurs de Weimar ou les propriétaires immobiliers argentins ont traversé les turbulences, nous pouvons dégager des constantes utiles pour l'investisseur contemporain. Chapitre 1. La primauté des actifs tangibles. Actifs réels vs papier. Le premier principe historique observé lors des corrections monétaires majeures est la résilience des actifs tangibles, ou hard assets, face aux actifs financiers papier. En période de stabilité, les actifs financiers, actions, obligations, devises, sont efficaces car ils sont liquides et faciles à échanger. Cependant, ces actifs représentent avant tout une créance ou une promesse de paiement futur. Lorsque la confiance dans l'émetteur de la promesse, banque ou État, s'érode, la valeur de ces actifs peut converger vers zéro, non pas parce que l'actif disparaît, mais parce que la contrepartie devient insolvable. L'épisode de Weimar illustre parfaitement cette dynamique. Ceux qui détenaient des obligations d'État ou des comptes d'épargne en marque ont vu leur pouvoir d'achat anéanti. En revanche, ceux qui possédaient des biens physiques, immobiliers, terres agricoles, or, ou même des outils industriels, ont conservé leur valeur réelle. Une maison restait une maison, offrant le même service de logement, indépendamment du nombre de zéros ajoutés sur les billets de banque. Le prix nominal de la maison a explosé en marque, mais sa valeur intrinsèque est restée stable. Ce phénomène s'explique par la nature de la monnaie fiduciaire. En cas de crise de confiance ou d'impression monétaire excessive, la monnaie perd sa fonction de réserve de valeur pour ne garder que, temporairement, celle de moyen d'échange. Les actifs tangibles, eux, ne peuvent donc pas être imprimés à volonté par une banque centrale. Leur rareté physique relative agit comme un bouclier contre la dilution monétaire. C'est pourquoi l'or a historiquement joué ce rôle de valeur refuge millénaire, n'ayant aucun risque de contrepartie.
En Argentine, lors des crises répétées du peso, le même schéma s'est reproduit. L'immobilier, souvent coté en dollars US de manière informelle, a servi de canot de sauvetage pour ceux qui pouvaient y accéder. Alors que les liquidités en banque étaient gelées ou dévaluées, la propriété physique offrait une sécurité juridique et économique supérieure. Cela démontre que dans des scénarios de stress systémique, la possession directe prévaut sur la détention indirecte ou intermédiaire. Dans le contexte actuel, où les bilans des banques centrales mondiales ont atteint des sommets inédits, ce principe invite à réfléchir à la composition d'un patrimoine. La majorité de la richesse moderne est stockée sous forme de créances, comptes bancaires, assurance vie, obligations. Une diversification vers des actifs réels, matières premières, immobilier, métaux précieux, est souvent considérée par les gestionnaires de patrimoine comme une couverture prudente contre le risque d'érosion monétaire à long terme. Il est important de noter que les actifs tangibles ont aussi des inconvénients, notamment une moindre liquidité et des coûts de détention plus élevés. Cependant, leur corrélation souvent inverse avec la santé de la monnaie fiduciaire en fait des instruments de diversification essentiels. En période d'inflation élevée, les actifs réels ont tendance à s'apprécier nominalement, protégeant ainsi le pouvoir d'achat du détenteur, contrairement aux obligations à taux fixe qui voient leur rendement réel devenir négatif. En résumé, l'histoire économique enseigne que le papier brûle, mais la pierre reste. Ce n'est pas une incitation à abandonner le système financier, mais une analyse structurelle des risques. En cas de rupture de la confiance institutionnelle, la valeur se réfugie dans ce qui est tangible, fini et nécessaire. C'est une constante observée depuis l'Empire romain jusqu'aux économies émergentes du XXIe siècle. Chapitre 2. Privilégier les actifs productifs à la spéculation. Le deuxième principe fondamental est la distinction cruciale entre les actifs productifs et les actifs spéculatifs. Un actif productif génère un flux de revenus, rendement, ou une utilité concrète, nourriture, énergie, logement, indépendamment de son prix de marché. Un actif spéculatif, en revanche, ne tire sa valeur que de l'espoir qu'un autre investisseur l'achètera plus cher à l'avenir. En période de crise économique, la spéculation s'effondre souvent car la liquidité se raréfie, tandis que le besoin de biens essentiels demeure constant. Durant la Grande Dépression des années 1930, les marchés boursiers basés sur des multiples de valorisation élevés se sont effondrés de près de 90%. Les investisseurs qui pariaient uniquement sur la hausse des cours ont été ruinés. A l'inverse, ceux qui possédaient des fermes, des immeubles locatifs ou des entreprises produisant des biens de première nécessité ont certes souffert, mais ont conservé une base de valeur. Une ferme continue de produire de la nourriture, même si le marché boursier est fermé. Cette production a une valeur d'usage intrinsèque qui garantit un revenu minimum ou une subsistance. L'exemple du Venezuela dans les années 2010 montre également cette dynamique. Alors que la monnaie locale s'effondrait et que les actifs financiers devenaient illisibles, les entreprises capables de produire ou de distribuer des biens alimentaires ou des services essentiels ont maintenu une activité. La boulangerie qui produit du pain possède un pricing power, pouvoir de fixation des prix relatif, car la demande pour le pain est inélastique. La spéculation pure sur des actifs sans rendement devient extrêmement risquée lorsque la monnaie est instable. Dans l'économie moderne, la distinction est parfois floue, mais elle reste pertinente. Une action qui verse un dividende solide issu de bénéfices réels est un actif productif. Une crypto-monnaie sans utilité ou une action technologique non rentable valorisée uniquement sur la croissance future est, par définition, plus spéculative. En cas de resserrement monétaire ou de récession, les capitaux tendent à fuir les promesses de croissance lointaine pour revenir vers les rendements tangibles et immédiats, le cash flow. L'agriculture et l'immobilier locatif sont souvent cités comme les archétypes de l'actif productif historique. Dans un scénario de haute inflation, les loyers et les prix des denrées alimentaires ont tendance à s'ajuster à la hausse, offrant une indexation naturelle. C'est pourquoi, dans les périodes troubles, on observe souvent un retour vers la terre ou la pierre, non pas pour spéculer sur leur prix, mais pour sécuriser un flux de revenus réels décorrélés des marchés financiers volatiles. Ce principe met en garde contre l'illusion de richesse créée par les bulles d'actifs. Lorsque l'argent est gratuit, taux bas, tout semble prendre de la valeur. Lorsque le cycle se retourne, seule l'utilité réelle soutient le prix. Les actifs productifs sont moins dépendants de la théorie du plus grand fou, l'idée qu'on trouvera toujours quelqu'un pour acheter plus cher. Ils valent ce qu'ils rapportent, pas seulement ce qu'ils coûtent. En conclusion de ce chapitre, l'analyse historique suggère de construire un portefeuille autour de la production de valeurs réelles. Que ce soit une entreprise rentable, des terres arables ou de l'immobilier bien situé, la capacité à générer un revenu autonome est la meilleure assurance contre les dysfonctionnements des marchés financiers. En période de chaos, on mange ce qu'on produit, pas ce qu'on espère vendre. La gestion prudente de la dette,
levier vis piège. Le troisième principe concerne la relation complexe avec la dette. En période d'expansion économique stable, la dette est un outil de levier puissant qui permet d'accélérer l'accumulation de patrimoine. Cependant, l'histoire montre qu'en période de contraction ou de volatilité extrême, la dette devient le principal facteur de ruine personnelle et entrepreneuriale. Le concept clé ici est celui de la solvabilité face à la liquidité. On peut être riche en actifs mais faire faillite faute de liquidité pour payer une échéance de dette. Lors de la crise de 1929, de nombreux agriculteurs et investisseurs avaient emprunté pour acheter des terres ou des actions, pariant sur la hausse continue des prix. Lorsque les revenus ont chuté, baisse des prix agricoles, baisse des dividendes, la charge de la dette est restée fixe. Les banques, elles-mêmes sous pression, ont exigé des remboursements ou saisi les garanties. Des millions de patrimoines ont été saisis, non pas parce que les actifs ne valaient rien, mais parce que le flux de trésorerie ne couvrait plus le service de la dette. Il existe un mythe économique selon lequel l'inflation est toujours bonne pour les débiteurs car elle efface la valeur de la dette. C'est théoriquement vrai si les revenus, salaires, loyers, augmentent aussi vite que l'inflation. Or, l'histoire montre que lors des chocs inflationnistes sévères, les salaires ont souvent un temps de retard, où les taux d'intérêt variables s'envolent, rendant la dette insupportable avant que l'inflation n'ait pu jouer son rôle positif. C'est ce qui s'est passé en Grèce ou lors de la crise des subprimes. Le choc de liquidité arrive avant l'ajustement inflationniste. En Argentine, ceux qui avaient des dettes libellées en dollars alors que leurs revenus étaient en pesos ont été anéantis lorsque le taux de change a explosé. Ce risque de change est crucial. Dans un contexte moderne, cela s'applique aux emprunts à taux variable. Une dette saine en période de taux bas peut devenir toxique si les taux directeurs montent brutalement pour contrer l'inflation, augmentant les mensualités au-delà de la capacité de remboursement des ménages. L'analyse des survivants économiques des grandes dépressions montre une constante, l'absence de levier excessif. Ceux qui possédaient leurs actifs libres de dette, free and clear, ont pu traverser des périodes de revenus nuls sans risquer la saisie. Ils ont pu attendre que l'orage passe. La propriété sans dette offre une optionnalité, la capacité de ne pas vendre au pire moment. Le débiteur, lui, est souvent un vendeur forcé au bas du cycle. Dans l'environnement actuel de fort endettement privé, immobilier, carte de crédit, prêts étudiants, ce principe invite à la désendettement stratégique. Réduire son exposition à la dette, surtout celle à taux variable ou non productive, est une mesure de résilience. Cela réduit le point mort financier, le revenu minimum nécessaire pour vivre, et augmente la capacité à absorber des chocs économiques exogènes. En somme, si la dette est un accélérateur de richesse en temps de paix économique, elle est un accélérateur de faillite en temps de guerre économique. Le principe de précaution historique suggère de réduire le levier lorsque les incertitudes macroéconomiques augmentent. Être propriétaire à 100% d'un actif modeste vaut souvent mieux que d'être propriétaire à 10% d'un empire financé par la dette lors d'une crise de liquidité. Chapitre 4. Le capital humain comme richesse insaisissable. Le quatrième principe déplace l'attention des actifs financiers vers le capital humain. L'histoire des crises extrêmes, guerres, révolutions, effondrements systémiques, démontre que les compétences sont la seule forme de richesse véritablement portable et insaisissable. Alors que l'or peut être confisqué, l'immobilier détruit ou nationalisé, et la monnaie dévaluée, le savoir-faire technique et pratique reste attaché à l'individu et conserve sa valeur d'échange dans presque tous les contextes. L'exemple des diasporas forcées au XXe siècle est éloquent. Lors des bouleversements en Europe de l'Est ou au Vietnam, ceux qui ont dû fuir en laissant derrière eux leurs biens matériels ont dû reconstruire leur vie à zéro. Les individus possédant des compétences tangibles et universelles, médecins, ingénieurs, artisans, mécaniciens, ont pu se réinsérer économiquement beaucoup plus vite que ceux dont la richesse dépendait uniquement de rentes foncières ou de statuts sociaux liés à l'Ancien Régime. La compétence est une monnaie universelle. En Union soviétique, après la révolution de 1917, les aristocrates terriens ont tout perdu. En revanche, les experts techniques, bien que vivant dans un système difficile, sont restés indispensables au fonctionnement de la société. Le besoin de réparer, de soigner, de construire ou de cultiver ne disparaît jamais, quelle que soit l'idéologie politique ou la valeur de la monnaie. Ce sont des services à demande inélastique. Le capital humain est donc la forme ultime de l'actif productif. Dans l'économie moderne, souvent dominée par les services financiers et le numérique, ce principe rappelle l'importance des compétences pratiques, réelles. En cas de perturbation des chaînes d'approvisionnement ou de crise technologique, la capacité à résoudre des problèmes concrets redevient primordiale. L'investissement dans sa propre éducation, sa santé et ses savoir-faire est souvent le placement offrant le meilleur rendement ajusté au risque, car il ne dépend d'aucune contrepartie bancaire. Ce principe souligne aussi la portabilité.
Dans un monde incertain, la capacité à exercer son métier dans différentes juridictions ou contextes géographiques est un atout majeur. Les compétences linguistiques, techniques et manuelles offrent une liberté de mouvement que les actifs immobilisés n'offrent pas. C'est une forme de diversification géographique intrinsèque. De plus, le capital humain ne peut pas être taxé directement de la même manière que le capital foncier. On peut taxer le revenu du travail, mais on ne peut pas exproprier la capacité de travail elle-même. C'est une réserve de valeur inaliénable. En période de dépression, lorsque le capital financier ne rapporte plus rien, le travail redevient la source principale de revenus. En conclusion, l'histoire enseigne qu'investir en soi-même est la stratégie la plus résiliente. Que ce soit apprendre à cultiver, à réparer, à coder ou à soigner, l'acquisition de compétences utiles crée une sécurité que les marchés financiers ne peuvent garantir. C'est le seul actif qui survit à la perte totale de tous les autres, permettant de reconstruire ce qui a été détruit. Chapitre 5. Le capital social et les réseaux de confiance. Le cinquième et dernier principe concerne le capital social, la valeur des réseaux de confiance et de la communauté locale. Lorsque les institutions centralisées, banques, gouvernements, chaînes logistiques mondiales, faiblissent ou s'effondrent, l'activité économique ne s'arrête pas. Elle se relocalise et se base sur la confiance interpersonnelle. Les relations humaines deviennent alors la monnaie de réserve ultime pour accéder aux ressources et à la sécurité. Lors de l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 90, les chaînes d'approvisionnement officielles se sont brisées. Les supermarchés étaient vides et le rouble sans valeur. La survie des ménages a dépendu de réseaux informels, l'échange de services entre voisins, le troc et la solidarité familiale. Ceux qui étaient isolés, même s'ils avaient de l'argent épargné, ont souffert davantage que ceux qui étaient intégrés dans des communautés solidaires, capables de mutualiser les ressources et les compétences. En Argentine, après la crise de 2001, des clubs de troc, ont émergé spontanément pour pallier le manque de liquidité. Les gens échangeaient des biens et des services au sein de réseaux de quartiers. La confiance locale a remplacé la confiance institutionnelle défaillante. Ce phénomène montre que l'économie est avant tout un réseau de relations humaines. Lorsque la couche financière supérieure disparaît, la couche sociale sous-jacente reprend ses droits. Ce principe est souvent négligé dans les analyses financières modernes qui privilégient l'individualisme et l'autonomie financière. Pourtant, l'histoire montre que l'autarcie totale est un mythe. Personne ne peut tout produire, tout sécuriser et tout soigner seul. La résilience est collective. Connaître ses voisins, participer à la vie locale et bâtir une réputation de fiabilité sont des investissements immatériels qui rapportent des dividendes énormes en temps de crise. Dans une société moderne très atomisée, où l'on dépend d'institutions anonymes pour presque tout, alimentation, sécurité, énergie, la reconstruction du lien social local est une stratégie de couverture, hedge. Cela réduit les coûts de transaction. Prêter un outil, surveiller une maison, partager une récolte sont des échanges économiques non monétisés qui augmentent le niveau de vie réel sans passer par le marché. Le capital social inclut aussi la capacité à coopérer. En période de stress, les communautés capables de s'organiser pour assurer la sécurité ou l'approvisionnement s'en sortent le mieux. C'est la version sociologique de l'assurance. La réputation devient un actif. Dans un système de troc ou de crédit informel, votre solvabilité n'est pas votre score de crédit bancaire, mais votre parole et vos actes passés. En conclusion finale, ces 5 principes, actifs tangibles, production, absence de dette, compétences et réseau social, forment une approche holistique de la résilience. Ils ne dépendent pas de la prédiction exacte du futur, mais d'une posture robuste face à l'incertitude. L'histoire économique nous rappelle que la richesse n'est pas seulement un chiffre sur un écran, mais la capacité à accéder aux ressources nécessaires à la vie, quelles que soient les conditions extérieures. C'est la leçon ultime de Weimar, de Rome et de l'Argentine. L'analyse comparée des grandes crises de la Rome antique à l'Allemagne de Weimar démontre que la survie économique ne repose jamais sur la chance, mais sur l'adhésion stricte à des principes immuables. Le tangible prévaut toujours sur le conceptuel et la production réelle sur la dette. L'erreur fatale pour l'investisseur moderne serait de tenter de timer le marché, en attendant le dernier moment pour sécuriser ses avoirs, car l'histoire enseigne que les corrections systémiques sont soudaines, verrouillant instantanément les liquidités. La préparation doit donc être une posture structurelle permanente, mise en place froidement bien avant que les signaux d'alarme ne soient visibles par la foule. La force majeure de cette stratégie réside dans son asymétrie positive. Elle améliore considérablement votre robustesse financière et votre qualité de vie, que la crise survienne ou non. En éliminant les dettes toxiques, en développant des compétences portables et en tissant un réseau social local fort, vous construisez une antifragilité qui vous rend souverain face aux incertitudes macroéconomiques. Ce n'est pas une simple diversification de portefeuille bancaire,
mais la création d'un écosystème patrimonial interconnecté où chaque pilier renforce les autres, offrant une tranquillité d'esprit inestimable face au bruit médiatique ambiant. Enfin, il ne faut pas se laisser berner par l'illusion numérique de notre époque. Notre économie dématérialisée repose entièrement sur des infrastructures physiques vulnérables. Les cycles de dévaluation monétaire sont des constantes historiques et il serait imprudent de parier que notre siècle fera exception à la règle mathématique. En revenant aux fondamentaux, la possession d'atomes, terre, or, outils, plutôt que de simples lignes de code, vous ne vous contentez pas de préserver votre capital. Vous vous positionnez idéalement pour saisir les immenses opportunités de reconstruction qui émergent inévitablement après chaque correction majeure. L'histoire ne récompense pas les optimistes passifs, mais ceux qui ont le courage de préparer l'avenir avec lucidité. Ici, nous ne sommes pas là pour subir l'économie, mais pour l'anticiper avec une longueur d'avance sur la masse. Si vous voulez faire partie de cette minorité qui construit son arche pendant que les autres discutent de la météo, laissez un like pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant. Le savoir est le seul actif qu'aucune crise ne pourra jamais vous confisquer.